toutes et à tous. Je pense qu'après 2 jours de débat sur la question du blanchiment d'argent, malheureusement, j'ai dû m'absenter pour enterrer l'un de nos confrères qui était un grand militant justement de la lutte anticorruption, qui est Maître Abdelaziz Nouédi, pour qui, à travers mon allocution, je rends hommage aujourd'hui. Je pense que tout a été dit sur cette affaire de blanchiment. Qui est le sujet de notre colloque aujourd'hui de l'Union internationale des avocats, dont je remercie le président d'honneur, le bâtonnier Chater, et je félicite le bâtonnier de Tanger, Maître Bloqué, pour cette grande organisation, comme je tiens à rendre hommage à un homme de l'ombre qui est mon ami Maître Gnoun, qui sans lui, cet événement n'aurait pas pu se passer. J'espère que le président va enlever cette partie du calcul temporel. Je pense que la question du blanchiment d'argent, bien sûr, interpelle des dimensions diverses, des dimensions judiciaires, effectivement, mais aussi des dimensions politiques, économiques et éthiques. Pourquoi des dimensions politiques? Parce que tout simplement, le crime de blanchiment d'argent est un crime accessoire. Il ne peut pas s'établir sans un crime initial. Ce qui voudra dire que le crime initial dépend de quoi? Tout simplement, il dépend d'une politique pénale établie par un État donné. Nous prenons 3 grandes lignes que sont le trafic de stupéfiants, le terrorisme et la traite humaine. Dépendamment des phases, dépendamment des objectifs de chacun de ces États, bien évidemment, on met en avant la question du blanchiment d'argent ou bien on la met en sourdine, etc. Ce qui voudra dire que traiter la question du blanchiment d'argent d'un point de vue strictement judiciaire n'est pas forcément judicieux sans, bien sûr, se rendre compte et analyser l'environnement politique. Comme si d'ailleurs on avait traité la question du blanchiment d'un point de vue strictement économique ou financier, parce que les économistes viendront nous dire que le blanchiment d'argent est un business très juteux et que la régulation ou la norme n'a absolument rien à faire dans cette histoire. Je pense que tout le monde, que tous les collègues, tous les confrères ont fait le tour sur ce qu'est la déclaration de soupçon, sur la technicité de la question, du rôle de l'avocat dans la procédure de participation à la dénonciation et à la lutte contre le blanchiment. Il s'agit dans mon propos éventuellement de mettre en valeur ou de mettre en exergue les différentes problématiques et les différents conflits de loi internes relevant du dispositif normatif. Bien sûr, la législation marocaine est quasi mimétique par rapport à la législation européenne sur ce sujet. Donc si on se concentre sur un environnement bipartite entre le Maroc, la France et plus ou moins la Belgique, on aura quelques réponses. Donc cette question de crime accessoire et de crime principal, on peut se concentrer bien sûr sur ces 3 grands canevas, que sont le trafic de stupéfiants, au travers duquel la notion de blanchiment a vu le jour en 82, suite au démantèlement d'un cartel colombien. Par la suite, il y a eu tout un dispositif, bien sûr, international, qui a organisé cette affaire, la Convention de Vienne par rapport à la lutte contre la criminalité, et donc des organisations internationales qui vont avec, comme l'ONUDC. Il y a aussi les regroupements qui n'ont pas vocation à être des organisations, mais qui sont des regroupements internationaux à vocation d'influence, comme le GAFI, qui aujourd'hui, avec ses 40 recommandations, oriente et influence le dispositif normatif aussi bien européen que marocain. Pour ce qui est, bien sûr, des dispositifs nationaux, nous avons, aussi bien en France qu'au Maroc, nous avons 3 grands axes. Nous avons la loi sur le blanchiment, nous avons le code pénal et le code de procédure pénale. En France, bien sûr, c'est le code monétaire et financier, le CMF, qui gère ou qui régule la question du blanchiment d'argent. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux systèmes juridiques. Et bien sûr, au milieu, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au milieu, il y a le rôle ou la place de l'avocat dans la lutte anti-blanchiment, qui bien sûr soulève des contradictions, comme l'a expliqué nos différents collègues, des contradictions d'ordre sémantique, des contradictions d'ordre philosophique parfois entre les différentes normes.
Si j'ai à prendre, encore une fois, la similitude, c'est-à-dire le dispositif normatif du droit marocain, vous allez trouver ses équivalents en droit français sous d'autres numérotations. Ce n'est pas le sujet, mais l'essentiel, c'est éventuellement l'objet de notre traitement. Donc, pour organiser la question, il y a trois grandes catégories que sont la prévention du blanchiment d'argent, l'institutionnalisation ou la régulation du blanchiment d'argent et la répression. Donc là, on oscille un peu entre la loi sur la prévention et le code pénal, et donc la répression après que ce crime de blanchiment a été catalogué. Quels sont les différents problèmes d'ordre constitutionnel ou d'ordre légal? En termes de contradiction, on va éventuellement enlever deux grands problèmes. On va les enlever, les extraire par rapport au droit comparé entre le Maroc et la France. C'est que premièrement, au Maroc, le périmètre d'action d'avocats est plus ou moins cerné. Nous avons une question, par exemple, de monopole des actes de vente, combien même les avocats agréés près la Cour de cassation le font, mais nous avons les actes de vente, ou bien les maniements de fonds en nantissement ou en cession de fonds de commerce sont destinés à d'autres professions, ce qui n'est pas le cas forcément en France, où l'avocat peut manier le fonds et traiter ce genre de transactions. C'est à partir de ce type de transaction que le soupçon de blanchiment d'argent est soulevé. Quand il s'agit de consultation, de conseil ou bien de contentieux, donc de défense pure, là, l'avocat place le curseur du secret professionnel vers lui pour se protéger du dispositif du blanchiment d'argent. Mais quelle est la ligne très fine entre le fait de donner un conseil et de participer à un blanchiment? Là, c'est une vraie question. Est-ce que lorsqu'on demande l'existence ou bien la fourniture d'un document existant sur la vente d'un terrain à l'étranger pour le faire valoir devant le parquet national financier à Paris, par exemple, est-ce que le fait de demander un existant est-il condamnable, ou bien le fait de poser des questions relatives à la construction de la pièce à conviction qui est condamnable? Donc là, c'est un vrai sujet très fin où la jurisprudence et la doctrine doivent éventuellement répondre. Donc là, avec les autres organismes, notamment au Maroc, les institutions bancaires, les institutions de crédit, les professions libérales, les avocats sont bien sûr au centre de cette opération et les instances ordinales, soit les ordres, sont bien sûr sous le projecteur, sauf que nous n'avons pas un conseil national qui, lui, est en discussion ou bien est l'interface du gouvernement pour cette opération. Je passe bien sûr les questions relatives aux formalités de la déclaration de soupçon parce que sûrement cela a été traité, mais je soulève quand même quelques difficultés en matière de cohérence juridique. Les difficultés en matière de cohérence juridique, je vous cite un article, l'article 13 par exemple de la loi sur le blanchiment, l'article 13 marocain, qui a bien sûr son équivalent dans le code monétaire et financier français. Les personnes assujetties sont tenues de communiquer à leur demande l'unité. Alors l'unité, c'est l'unité du renseignement financier qui est placée sous la houlette de la primature, c'est-à-dire du président du gouvernement, qui est l'équivalent de Tracfin, qui est l'institution, bien sûr, qui reçoit les déclarations de soupçon en France. Donc les personnes assujetties sont tenues de communiquer à leur demande à l'unité et aux autorités de supervision, les autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13-1 dans les délais fixés par celle-ci, tout document et renseignement nécessaire, etc. Le secret professionnel, alors retenez cette phrase qui est intéressante, le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à cette unité en charge du recueil des informations financières. Nous pouvons poser la question constitutionnelle suivante. Quelle est cette harmonisation juridique ou cette instance qui demande la transformation du droit d'une manière profonde pour éventuellement porter atteinte au secret professionnel des avocats
à ce qu'elle-même se protège par le même principe. Quelle est la hiérarchie entre les différents secrets professionnels? Est-ce que le secret bancaire, par exemple, qui a été levé par ces différents mécanismes légaux, est-il plus important que le secret professionnel des avocats? Pire encore, est-ce que le secret professionnel de cette unité de renseignement est-il plus important encore que le secret professionnel des avocats? C'est une vraie question que la jurisprudence devrait éventuellement traiter, devrait résoudre. C'est une vraie question que la doctrine devrait résoudre aussi, que les cours constitutionnels devraient résoudre. Qu'est-ce que le secret professionnel et pourquoi y aurait-il une hiérarchie? J'ai oublié tout à l'heure de dire que nous avons réglé un autre problème de par la loi, c'est que si le Code monétaire et financier français est une loi, bien évidemment, bien sûr, il a sa position hiérarchique vis-à-vis des autres normes régulatrices de la profession d'avocat, vu que c'est régulé par un règlement ou bien par un décret. Donc, il est logique et normal qu'il y ait qu'on oppose la question de la hiérarchie des lois, ce qui n'est pas le cas au Maroc. C'est ce qui a été dit par mon collègue Maître Boukrman, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Quelle est la loi qui prime? Est-ce que c'est la loi régulant la profession d'avocat ou bien c'est la loi contre le blanchiment d'argent? Surtout si on rappelle dans notre analyse que la loi contre le blanchiment ne représente qu'une loi, encore une fois, qui régule une action accessoire à l'action initiale qui, elle, dépend d'une politique pénale. Aujourd'hui, avec la loi 33-17, qui est la loi qui a donné l'indépendance du parquet, donc je dis à nos amis traducteurs, le parquet, voulons dire Niyab al-Amma, le ministère public, contrairement à la revendication du mouvement des droits de l'homme qui a demandé l'indépendance de la justice, de la magistrature. On n'a rien demandé et nous nous sommes retrouvés avec l'indépendance du parquet et, ceci dit, nous sommes dans la 7e année d'évaluation de l'action de cette autorité. Les autorités de supervision, donc article 13-1, les autorités de supervision. Voilà un autre problème d'ordre constitutionnel qu'oppose cette affaire de régulation du blanchiment d'argent. Est-ce que les instances ordinales des avocats ont-ils une autorité de supervision? Évidemment, la réponse est non. Lorsque nous ne sommes ni l'Arabie Saoudite ni le Koweït, avec tout le respect que je dois à ces systèmes judiciaires, les instances ordinales du Maroc, de par la loi, la dernière de 2008, sont des instances ordinales indépendantes de l'autorité gouvernementale et judiciaire. Et n'ayons pas peur du mot, peuvent représenter d'un point de vue politique un contre-pouvoir ou bien un 4e pouvoir équilibrant la séparation traditionnelle du pouvoir. La circulaire de 2022, la dernière du ministre de la Justice, a incorporé l'idée que le ministère, ou bien donc le gouvernement, ou donc le pouvoir exécutif, est finalement une autorité de supervision, ce qui est complètement illégal, ce qui n'a absolument aucun sens en matière d'architecture institutionnelle et légistique, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. Je peux comprendre qu'en France, vu que la profession est régulée par la loi de 71, qui est une loi assez générale, et après sont intervenus quelques décrets, quelques règlements, avec un code déontologique uniforme. Mais ici, au Maroc, c'est une loi donc, qui a sa place dans la pyramide de Kelsen et qui régule de manière extrêmement détaillée l'action de ces instances ordinales. Donc, pour revenir à cette fameuse unité de renseignement qui est placée à la primature, c'est-à-dire à la présidence du gouvernement. Donc, article 17 nous dit « L'unité peut former opposition ». Alors, je pense que c'est une disposition assez dangereuse. Je ne sais pas si d'expérience cela est mis en application. L'unité peut former opposition à l'exécution de toute opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Une opposition à une opération, à une transaction financière, normalement, le seul qui a un pouvoir exorbitant de droit commun, c'est le fisc. Par rapport à l'exception relative au fait qu'une opposition à une transaction se fait par un tribunal, soit en mesure conservatoire, soit sur le fond. Le seul qui a ce pouvoir exorbitant, c'est la fiscalité. Et d'ailleurs, la Direction générale des impôts est soumise à tout un débat
aussi bien médiatique que doctrinaire de la part des différentes professions et des différents acteurs sur le fait de lui enlever ce pouvoir. Voilà que nous avons une loi ordinaire qui nous dit, noir sur blanc, que cette unité a ce pouvoir éventuellement de s'opposer à une transaction sur la base d'une déclaration de soupçon. Encore une autre... Merci, Monsieur le Président, je fais vite. Encore plusieurs points qui sont dangereux, notamment les agents de cette unité n'ont absolument aucune responsabilité pénale ni civile si toutefois cette déclaration de soupçon qui aurait opposé une transaction et qu'il y ait dommage et intérêt, cela n'implique absolument pas cette unité, ce qui est pour ma part un peu inconstitutionnel et illégal. Pour conclure et pour finir, même si il y a beaucoup de sujets, aujourd'hui, la source mimétique qui est l'Union européenne est en train d'évoluer. C'est-à-dire il y a eu une directive européenne pour éventuellement traiter de la question du soupçon et de la déclaration des avocats à travers un système que nous n'avons pas au Maroc, qui est celui des CARPA, c'est-à-dire des caisses autonomes pécuniaires des avocats, et donc qui, par une espèce d'interprétation un peu forte, on essaye de mêler, de joindre les privilèges du pouvoir et les honneurs de l'opposition, de joindre un peu le secret professionnel avec l'obligation de soupçon, ce qui est halogène et complètement impossible. Mais pour l'instant, au lieu à ce que les avocats le fassent directement, notamment c'est ce qu'a dit le confrère tout à l'heure, eh bien c'est cette caisse centrale qui est l'interface du gouvernement et de Tracfin par rapport à cette question. Deux grands arrêts belges et luxembourgeois qui ont éventuellement déclaré que la directive européenne sur cette question de blanchiment d'argent, de déclaration est complètement illégale. Aussi, la Cour constitutionnelle de Belgique a déclaré sa loi de blanchiment inconstitutionnelle. Et bien sûr, n'oublions pas la Cour de cassation marocaine qui a déclaré en 2014 que la saisie de biens liés à un blanchiment d'argent sans qu'il y ait une preuve que le crime initial en est la source, eh bien, est illégal. Je vous remercie.